Cendrillon rejoint le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Très heureux de retrouver, comme tous les lundis soirs, de 19h30 à 20h, notre duo de choc, on peut dire comme ça. Et de charme. Et de charme, absolument. Je n'osais pas, mais vous permettez. Oui. De charme et de choc. Mais ça concerne également aussi oui, j'allais dire, Stéphane. Si vous dérange pas. Non, pas du tout. Non, bon, vous représentez aussi une autre conception du charme. Non, du choc. Du choc. Attention. Bah oui. Chacun son truc, alors. Oui. C'est le partage des tâches. Exactement. D'accord. Donc Aurélie Gros et Stéphane Pellet, co-président du G500 Citoyens. Ça va les amis ? Eh ben très bien. Extrêmement bien, même si on a vu quand même qu'il y a quelques minutes, vous aviez des conversations très très sérieuses avec l'ancienne ministre Sarah de El Haïry, l'enfance. qui est maintenant haut commissaire à l'enfance. Et qu'il y a une petite continuité avec un certain nombre de sujets qu'on va aborder. Bon, cela étant, Philippe David, on est quel jour aujourd'hui ? Lundi 3 novembre. Vous savez qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui ? C'est la journée mondiale de quoi ? Alors là, non, je ne sais voilà, pas. je fais amende honorable, je ne sais pas. Eh bien, un petit clin d'œil à Mélanie, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Ah, magnifique. Donc ce soir, on est gentil. On est toujours gentil entre nous, vous trouvez pas ? Bah si. Eh bien écoutez, c'est parfait, on va être encore gentil comme d'habitude et on va parler d'un sujet, le vote à 16 ans au municipal, bientôt une réalité. Alors en France, on peut travailler, créer des impôts, payer des impôts, parce que créer des impôts, ça, je dois dire qu'en termes de création, le lapsus est révélateur, il y a un tel tropisme de création d'impôts en ce moment qu'on dit plus payer, on dit créer des impôts, alors créer une association, s'engager dans l'armée ou reconnaître un enfant, pourtant on ne peut toujours pas voter. Et si cette situation changeait enfin ? On peut pas voter et on peut créer une association, s'engager dans l'armée ou reconnaître un enfant dès 16 ans, Philippe David. Alors que 73% des enfants et adolescents estiment être mal associés aux décisions publiques, et on le voit d'ailleurs dans le vote, notamment aux élections européennes. Une proposition de loi portée par la députée Céline Hervieux relance le débat sur le droit de vote à 16 ans, notamment aux élections municipales et pourquoi pas européennes, puisque dans certains pays, c'est le cas. Déjà. Alors c'est soutenu par l'UNICEF et une quinzaine d'organisations jeunesse. Et cette réforme qui est déjà adoptée dans certains pays pourrait rebattre les cartes, et pourquoi pas en France. Et on a la joie et l'honneur de recevoir deux invités ce soir. Deux invités qui sont Corentin Bailleul, responsable du plaidoyer France à l'UNICEF France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et Adrien Delpirou, ancien vice-président des Jeunes Européens France, en charge des relations publiques. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio également. C'est parti pour les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Alors, je vous le dis tout de suite, on a fait un débat à ce sujet vendredi soir dans Les Vraies Voix, et une grande majorité des votants étaient contre le droit de vote à 16 ans. Parmi les auditeurs de Sud Radio, avec beaucoup d'arguments qui s'écoutent ou qui ne s'écoutent pas, c'est comme on veut, de toute façon, c'est écrit sur le mur, parlons vrai. On va donc en débattre ce soir, Aurélie et Stéphane. Et d'ailleurs, moi j'ai une proposition pour répondre à toutes ces personnes qui ont voté contre, et je propose qu'on écoute le petit son. Je trouve cela ridicule pour une femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a assez à faire à sa maison, s'occuper de son ménage, son foyer. Vous pensez qu'une femme n'a pas le droit justement de se mêler à la politique ? En principe, elle n'y comprend rien, elle juge selon son mari. C'était une jolie... C'était le grand argument, permettez-moi de vous dire, sur la Troisième République pour ne pas donner le droit de vote aux femmes. Et c'est toujours le grand argument pour ne pas donner le droit de vote aux jeunes. Il paraît qu'ils voteraient comme leurs parents. Donc on trouve toujours des arguments, mais je pense que cette question-là peut être questionnée avec les associations qui s'engagent, avec la jeunesse qui a envie de s'engager. Et c'est pour ça que ce soir, on est... plutôt heureux de recevoir nos deux invités, parce que c'est un sujet, effectivement, on a le droit on peut conduire, puisqu'il y a le permis accompagné, à partir de 15 ans maintenant. Non, permis accompagné à partir de 15 ans, permis à partir de 17.
les jeunes ne s'engagent pas et ne vont pas s'engager à 18, peut-être parce qu'ils font leurs études, ils partent loin et ils n'ont pas eu le temps à un moment donné de se positionner. Et là, on leur donnerait peut-être la possibilité de s'engager sur les élections municipales et de pouvoir voter pour des choses qui les concernent dans une ville. Donc on a Corentin qui est là ce soir. Merci Bayeul qui est à nos côtés. Donc merci représentant l'UNICEF et Adrien pour le côté jeunesse, mais jeunesse européenne, puisqu'on le sait, dans certains pays, pendant les élections européennes, où nous, en France, il n'y a pas assez de participation, dans certains pays, les jeunes, ils commencent à voter à 16 ans pour les mêmes élections européennes. Donc, Corentin, voilà. Bayeul, expliquez-nous un peu pourquoi l'UNICEF s'est engagé dans cette campagne. Alors pourquoi l'UNICEF se mobilise ? L'UNICEF défend l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été ratifiée par la France en 90 et c'est donc une façon de mieux appliquer les droits de l'enfant que de leur permettre de voter. Pourquoi ? Puisqu'il y a un article de la Convention qui dit clairement que dans les décisions qui concernent les enfants, il faut prendre en compte leur opinion. Et d'ailleurs c'est recommandé par le Comité des droits de l'enfant qui a salué les décisions des États, des pays, une quinzaine de pays dans le monde qui ont abaissé l'âge de la majorité électorale. Et donc c'est donc bien un droit inscrit dans la Convention, et c'est surtout une meilleure façon de faire appliquer les autres droits inscrits dans la Convention, puisque, notamment aux élections locales, si on abaisse l'âge de la majorité électorale, on va faire en sorte que les élus locaux prennent mieux en compte les préoccupations des mineurs de 16 ans, et donc, potentiellement, modifient leur programme, modifient l'action publique locale, et donc au bénéfice de l'ensemble des jeunes. Votre avis, vous êtes d'accord, je parie? Absolument, et c'est quelque chose qu'on défend à la fois au niveau français avec l'UNICEF et les autres organisations de la coalition, mais aussi au niveau européen. Les jeunes européens en France sont présents aussi dans les autres pays de l'Union européenne et au-delà, et on défend depuis 2019 le fait pour les citoyens et les citoyennes de l'Union européenne de voter, quel que soit leur lieu de résidence, pour les élections locales et pour les élections européennes à partir de 16 ans, puisque tout citoyen européen peut voter pour son maire, quel que soit le pays, et pour les élections européennes. Mais si on passe le droit de vote à 16 ans, on passe donc la majorité à 16 ans. Ah non, c'est pas la même chose. Alors là, ça pose question. Alors c'est là que c'est intéressant. Il y a une partie de la jeunesse, à partir de 10-12 ans, qui se passionne pour les questions politiques. D'ailleurs, vous le voyez, il y a des leaders politiques, je vais pas les citer, mais qui ont su, par notamment des réseaux sociaux de type TikTok, se dire si je commence à être très présent là-dessus, je vais influencer le résultat, etc. Et puis, bizarrement, à partir d'un certain âge, notamment quand on devient étudiant, ces préoccupations disparaissent un tout petit peu. C'est pas tant qu'elles sont pas dans leur débat, mais en tous les cas, il n'y a plus de lien avec le vote, notamment au niveau local, parce que l'étudiant souvent part ailleurs, se préoccupe de logement, d'alimentation, de loisirs, mais beaucoup moins d'aller voter. De ses études aussi. C'est pas inutile quand on est étudiant. C'est pas faux, comme on dit. Et surtout, il y a une notion essentielle, c'est que quand on parle, par exemple, des municipales, quels sont les sujets qu'a à traiter un maire ? Eh bien, il a à traiter localement des équipements et services qu'il sert à la population, il a à traiter d'éducation avec les écoles, etc. Je m'arrête là. Et je regarde Adrien notamment, je pense que les jeunes sont d'excellents experts de ce qu'il faut dans une mairie pour se faire. Et peut-être vous voulez compléter, Corentin. Oui, et puis sur la question de la dissociation entre majorité civile et majorité électorale, historiquement, c'est déjà quelque chose qu'on a pu constater avant 74, par exemple, et l'abaissement de la majorité civile à 18 ans. Par Giscard d'Estaing, oui, voilà. De 21 à 18, oui, absolument. On avait déjà certains jeunes de moins de 21 ans qui pouvaient voter avant la baisse générale de l'âge de la majorité civile. C'est ce qui nous a permis de dire que excusez-moi, l'abaissement... j'avais la malchance d'être né à cette époque. Bon, j'étais petit, c'était qui avait le droit de vote ? Alors c'était lié à la question de la Légion, notamment, pour les légionnaires de moins de 21 ans ? Oui. Oui. Ok, c'est donc une quantité infinitésimale dont j'ai plus le non, mais vous me prenez une chose alors.
Mais en tout cas, c'est ce qui nous a permis de dire que ça ne nécessitait pas de réforme constitutionnelle et ça peut passer par une simple loi, puisque ça avait déjà été fait avant 64. Ce qui est intéressant surtout, si on fait le parallèle historique, c'est que c'était déjà le même débat pour le passage de 21 à 18. Vous le savez, c'était un coup de dé stratégique de la part de Giscard, qui pensait, grâce à ça, puisqu'il était le plus jeune à l'époque président. Absolument, il avait été élu à 48 ans. De la Ve République, il pensait s'adjoindre le vote des jeunes, ce qui ne fut pas le cas en 1980, vous le savez. Non, c'est ce qui lui a coûté très très cher quelques années plus tard. Exactement. Vous connaissez la différence entre la roulette russe et la roulette belge? La roulette russe, c'est 5 trous, une balle, et la roulette belge, c'est 5 balles, un trou. C'est malheureusement pour lui, il a joué à la roulette belge et ça s'est mal terminé. Allez, on continue tout de suite. On parlait du service militaire, ça c'est une blague que j'ai appris lorsque j'étais un modeste conscrit. Allez, on se retrouve tout de suite pour le droit de vote à 16 ans avec nos invités. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, et nos deux invités du soir, Corentin Bailleul, responsable du plaidoyer France à l'UNICEF France, et Adrien Delpiro, ancien vice-président des Jeunes Européens France en charge des relations publiques. Vous voyez, on peut être très jeune et déjà ancien quelque chose, donc c'est bien la preuve qu'à 16 ans... Excusez-moi, en CM2, on peut être ancien délégué de classe de CM1, et on est encore plus jeune qu'Adrien Delpiro. Vous avez un argument, vous, en tant que maire, puisque je rappelle que vous êtes maire d'une petite ville qui s'appelle Le Coudray-Monceau. C'est pas négatif, une petite ville. Je vais être très rapide. Deux arguments. Le premier, c'est que souvent la première préoccupation ou les remarques qu'on entend des citoyens en général, c'est oui, la jeunesse fout le bordel, la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse et pourquoi la jeunesse, on leur fait pas ci, pas ça, pas l'autre. Déjà, si on commençait par les écouter, les entendre et les intégrer dans nos décisions, peut-être que ça irait beaucoup mieux avec la jeunesse et qu'ils se rendraient compte des problématiques de la gestion d'une ville. La ville, c'est concret. Impôt, réalisation. Impôt, réalisation. On voit des choses concrètes. Donc ça, c'est pour moi un des arguments phares, c'est-à-dire s'inclure dans une vie où on vit tout simplement, où les jeunes vont encore vivre leurs études et vont pouvoir agir sur leur quotidien. Donc moi, c'est un argument qui me plaît bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est la question que je voulais poser à Corentin, c'est qu'on dit souvent que les jeunes ne votent pas. C'est souvent l'argument. Les jeunes ne votent pas, on le voit. C'est vrai en général. La catégorie qui vote le plus, ce sont les retraités. Mais les chiffres européens montrent l'inverse. Peut-être vous pouvez nous en parler, notamment en Autriche ou en Allemagne. Et oui, bien sûr, c'est un vrai moyen de lutter contre l'abstention que d'abaisser l'âge de la majorité électorale. Pourquoi ? Puisque dans les pays où la mesure est mise en place, ce qu'on constate, c'est que les jeunes votent plus et plus durablement. En Autriche, par exemple, lorsqu'ils ont abaissé l'âge de la majorité, on avait 90% de la tranche d'âge de 16 ans qui a voté. Et les études montrent dans ces pays que les jeunes votent plus durablement. Pourquoi ? Parce que quand on a 16 ans, on a un ancrage familial plus important. Là où aujourd'hui, la principale cause d'abstention chez les jeunes de 18 ans, c'est la mal-inscription. Les rapports parlementaires démontrent que de nombreux jeunes ne votent pas puisqu'ils sont mal inscrits sur les listes électorales, puisqu'ils ont dû à la mobilité étudiante à 18 ans. Dans un environnement, disons, plus captif, plus ancré au niveau de la famille, le plus souvent à l'école, au lycée, c'est un environnement qui est favorable au vote. C'est un environnement qui est aussi favorable pour apporter une culture du vote, apporter des ressources, puisque en fait il faut plus se poser la question en termes de ressources que de capacité, et donc d'apporter des ressources sur la connaissance des institutions et l'inscription sur les listes électorales. Adrien, de votre côté, quel autre pays vous citeriez en exemple ? Il y en a beaucoup en fait. La Belgique. Déjà, dites-nous pour les élections européennes, combien de pays ont abaissé le droit de vote à 16 ans ? Alors, 2 l'ont fait, oui. L'Allemagne et la Belgique. 2 pays quand même qui ne sont pas rien du tout dans la construction européenne. Oui, et qui ont des pays fondateurs. Oui. C'est ça, et des très bons taux de participation aux élections. En Belgique, on le sait, le vote est obligatoire, ça change beaucoup de choses. Mais pour les jeunes de 16 et 17 ans, l'obligation saute, entre guillemets, en tout cas la pénalisation financière, puisqu'on reçoit une amende quand on ne vote pas à la deuxième fois, pas à la première, à la deuxième de mémoire.
on est absous une fois et il me semble que l'amende tombait à la deuxième fois. Oui, mais pas pour les mineurs, par contre. Ah oui, les mineurs en sont exemptés. Voilà. Donc c'est vraiment incitatif. Mais il y a aussi d'autres pays européens. Je pense à l'Estonie, à la Suisse, à Malte, à la Grèce, à la Hongrie. Enfin, beaucoup de pays européens ont mis ça en place, notamment pour des suffrages locaux, et c'est là peut-être la première porte d'entrée de ces jeunes vers la participation à la vie démocratique du pays. On parle de sujets qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très concrets du quotidien. Les transports pour aller au lycée ou faire des activités culturelles ou sportives, quels équipements on met en place pour les jeunes, quels programmes on leur offre pour avoir un accès à la culture. C'est des choses qui sont dans leur vie de tous les jours et que les jeunes de cet âge-là peuvent voir directement. Bah tiens, on aurait presque envie d'inverser les choses. Philippe David, vous êtes dans une petite ville bien gérée par une bourgmestre, Madame Aurélie Gros. Mais là, on n'est pas en Belgique, parce qu'elle n'est pas bourgmestre, elle est maire. Dans lequel il y a à la fois un EHPAD, dans lequel vivent à peu près 300 personnes qui ont le droit de vote, mais aussi donc 300 jeunes, 16-17 ans, et qui eux, pour les municipales, n'ont pas le droit de vote. Comment vous réglez cette affaire ? Déjà, dans les EHPAD, je fais un distinguo. Oui. Il y a les personnes, j'ai connu ça dans ma famille très proche, qui, comme ma mère qui avait Alzheimer, pouvait plus voter. On était 4 frères et sœurs. On s'est dit, on ne sait pas ce qu'elle voterait, donc on ne va pas faire de procuration, on ne votera pas. Ça me semble être le minimum syndical quand on respecte le choix de la personne, d'accord ? Par contre, c'est pas parce qu'on est en EHPAD qu'on doit perdre son droit de vote si on a toute sa tête. Bien sûr, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais moi, je suis pour enlever le droit de vote à personne, mais à l'élargir, au contraire, au municipal. Oui, mais alors, le problème, c'est que moi, j'aime mieux une citation de Chateaubriand qui disait « c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir ». Et donc, si on a le droit de vote, on doit avoir les mêmes devoirs. Et le problème, c'est que là, on n'a pas les mêmes devoirs. Alors, ça, c'est un argument très fort, en dehors de la question qu'on a entendue tout à l'heure. Vous commettez des délits, vous avez l'excuse de minorité qui fait qu'il ne vous arrivera rien, ou presque. Est-ce qu'il faut il y a quand même la prison des mineurs. Enfin, c'est tellement... faut qu'ils en aient fait tellement pour y aller que... Excusez-moi. L'atténuation de la peine pour les mineurs, c'est un principe fort de la Convention des droits de l'enfant. En fait, vous pointez là 2 points qui sont des points de droit. C'est-à-dire qu'ils sont tous deux inscrits dans la Convention des droits de l'enfant. Je l'indiquais sur le droit à la participation, article 12. Le droit à une justice adaptée est aussi un droit figurant dans la Convention des droits de l'enfant. Et donc, venir affaiblir ce droit affaiblirait la réalisation des droits de l'enfant. Au contraire, abaisser l'âge de la majorité électorale vient maximiser l'application de la Convention des droits de l'enfant. Donc là, on est sur une question où on touche effectivement deux droits. Donc ce n'est pas souhaitable ni de revenir sur la question de la justice adaptée, la justice pénale adaptée aux mineurs, et c'est souhaitable d'abaisser l'âge de la majorité électorale pour réaliser le droit de l'enfant à participer aux décisions qui le concernent. Finalement, la question au municipal serait une sorte de cote mal taillée. On ne serait pas citoyen plein et entier au plan national encore, puisqu'on n'aurait pas les fameux 18 ans. Par contre, à 16 ans, on aurait une participation liée au territoire dans lequel on évolue le plus fréquemment, c'est-à-dire sa propre ville, non ? Qu'en pensez-vous ? Et puis ça peut bizarre, parce que voter pour la plus petite unité qui est la commune et la plus grande qui est l'Europe, ça me paraît un peu bizarre de voter pour les deux extrêmes. La proposition, c'est les municipales ce soir. Hein, mais certains voudraient également municipales et européennes, si je ne m'abuse. Bien sûr, parce que comment vous voulez faire une élection en fin de compte européenne si les droits ne sont pas les mêmes dans tous les pays ? C'est sûr. Ça se discute. Parce qu'on n'est pas un État fédéral. Aussi. Aux États-Unis, on n'a pas le même âge, par exemple, pour passer le permis de conduire d'un État à un autre. Oui, comment ça se fait qu'on peut voter de façon aussi différente entre plusieurs pays d'Europe aux mêmes élections ? Aux mêmes élections européennes. Oui. C'est justement parce que vous le dites, on n'est pas un État fédéral et on n'a pas encore harmonisé cela. Enfin, les États, pour l'instant, membres de l'Union européenne sont souverains sur leur modalité de vote, même si tous appliquent le fait que toute personne majeure a le droit de voter. Ici, on est sur les élections municipales, qui sont quand même particulières et on l'a vu tout à l'heure, plusieurs États européens qui participent aussi aux élections européennes n'ont pas fait le choix d'aligner l'âge de vote à 16 ans des municipales et des aux européennes. Donc ça, c'est à vrai dire une autre étape. Et le réserver à des scrutins locaux municipaux permet aussi de mettre un pied dans la porte
et d'expérimenter la chose, de voir si ça fonctionne, si notre système scolaire est en capacité de s'adapter et de faire comme en Autriche, où quand le droit de vote à 16 ans a été abaissé, le système scolaire autrichien s'est adapté pour que les jeunes qui allaient être en âge de voter aux élections qui se déroulaient en 2008, l'année suivante, l'âge a été abaissé en 2007, le système scolaire s'est adapté pour que les élèves aient toutes les clés en main pour voter correctement. Donc c'est un premier pas, parce qu'en effet, on ne peut pas faire une avancée si franche et dire à tous les scrutins, on va faire voter tous les jeunes de 16 ans parce qu'on est sûr qu'ils vont comprendre tous les enjeux de toutes les élections. Non, là on est sur un scrutin bien précis, pour des choses qui leur parlent, qui les concernent tous les jours et qui permet ensuite de se faire une idée par la pratique. Aurélie Gros. Et le rôle des maires est hyper important pour porter cette réforme. Et vous avez un retour des élus locaux, vous avez des élus locaux qui vous soutiennent? Oui, bien sûr, on a mené une large campagne de mobilisation qui associe à la fois des associations de défense des droits de l'enfant, des associations de jeunesse, y compris des junior associations, puisqu'on peut créer une association en tant que mineur en France. Et on est soutenu par un certain nombre de maires de grandes villes, Paris, Lyon, Arras, d'ailleurs de plusieurs couleurs politiques, Strasbourg, Montpellier, Rennes. Voilà, on a aussi un soutien des élus locaux, d'une partie d'entre eux en tout cas. On a le soutien du Conseil de l'Europe, on a le soutien du CESE, on a le Comité des droits de l'enfant qui est chargé de l'application de la Convention, comme je le disais. Et puis un autre point qui n'a pas été mentionné, et c'est aussi une spécificité française, puisque on se rend compte qu'en France, la participation associative des jeunes Français est plus importante que la moyenne européenne. Supérieure de 4 points à la moyenne européenne des 15-30 ans, les jeunes Français de moins de 18 ans sont plus actifs dans les associations. On a des jeunes aujourd'hui en France qui sont engagés. Un quart des jeunes a déjà participé à une manifestation, un tiers des jeunes de 16 à 18 ans a déjà signé une pétition en ligne. Donc on a déjà une forme d'engagement de la jeunesse et donc un très fort intérêt pour la chose politique. Et on constate dans les pays où c'est mis en œuvre que l'intérêt pour la chose politique s'accroît avec cette mesure. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu tard pour 2026. On peut juste préciser quand même, Philippe, que donc il y aura peut-être un débat à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une niche parlementaire, comme on dit. Céline Hervieux, députée PS, ça n'est pas encore sûr à 100%. Je crois que vous en avez pas l'assurance. Une proposition de loi est déposée. Et puis au plan national, il y a donc un débat qui est lancé avec peut-être. On peut se rendre sur quel site pour savoir ça et avoir des informations? Vote-à-16ans.fr. Ah bah c'est simple. Au moins c'est simple. Vous n'avez pas donné dans le compliqué. C'est pas plus mal. Merci beaucoup Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On va pouvoir recommencer parce que c'est un sujet, à mon avis, qui va pouvoir revenir régulièrement. On verra bien, et c'est toujours le débat est toujours ouvert au micro de Sud Radio, vous le savez bien. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup, Corentin Bailleul, responsable du plaidoyer France à l'UNICEF France. Merci beaucoup, Adrien Delpirou, ancien vice-président des Jeunes Européens France, en charge des relations publiques. Tout de suite, vous retrouvez Magali Berda pour ce débat. Retraite, est-ce que les Français doivent travailler plus longtemps? Nos débatteurs, Soraya Rifi, influenceuse et entrepreneuse, et Bruno Millienne, ancien député et ancien conseiller de François Bayrou à Matignon. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.